Avant d'ouvrir ce dossier, je dois être honnête avec vous. Ce que vous allez entendre ce soir est l'histoire la plus sombre que j'ai jamais racontée sur cette chaîne. Elle parle de violences domestiques, de meurtres, de suicides, de maladies mentales et d'un système qui a laissé faire. Si ces sujets vous touchent de près ou si vous traversez une période difficile, il n'y a aucune honte à quitter cette vidéo. Aucune. Pour les autres, restez. Parce que cette histoire doit être racontée. Pas pour le spectacle, pas pour le buzz, mais parce que 3 personnes sont mortes et que les leçons de ce drame n'ont toujours pas été entièrement tirées. Le 25 juin 2007, le monde du catch s'est arrêté de tourner. Ce soir-là, les chaînes d'information américaines interrompent leur programme. Un catcheur de la WWE a assassiné sa femme, son fils de 7 ans, avant de mettre fin à ses jours. Son nom, Chris Benoit. En quelques heures, il passe du statut de légende vivante à celui de monstre. La WWE efface son nom, ses matchs, son visage, comme s'il n'avait jamais existé. Mais effacer un nom, ça n'efface pas la vérité. Parce que derrière ce crime, il y a des détails que personne n'a voulu voir. Des signaux que tout le monde a ignorés. Et un secret médical qui a tout changé. Bienvenue dans l'obscurité des vestiaires, bienvenue dans l'envers du ring. Et ce soir, on ouvre le dossier le plus noir de l'histoire de la WWE. Avant de plonger, je voulais prendre 30 secondes. Juste 30 secondes pour vous. Quand j'ai lancé l'envers du ring, j'étais seul dans mon vestiaire. Pas d'abonnés, pas de vues, juste une passion pour les histoires que personne ne raconte en français. Aujourd'hui, on a dépassé les 200 abonnés. 200, ça peut paraître peu pour certains. Mais moi, je sais ce que ça représente. Chaque abonnement, chaque commentaire, chaque partage, c'est quelqu'un qui dit « Continue, on veut la suite ». Alors voilà, la suite, elle est là. Et elle est lourde. Merci d'être dans l'ombre avec moi. On ne fait que commencer. Chris Benoit, his wife and 7-year-old son were found dead in their Georgia home on Monday. Stunning allegations in the death of a WWE superstar wrestler and his entire family found dead. Right when we first heard yesterday about a pro wrestler and his family found dead, we decided we wouldn't cover it. That he murdered his wife, strangling her, then suffocated his own child in the child's bed. Wake of a gruesome tragedy. A husband, wife, and their young child dead in apparent double murder-suicide. 22 juin 2007. 130 Green Meadow Lane, Fayetteville, Géorgie. Une maison cossue, une pelouse impeccable. Le genre de quartier où rien n'arrive jamais. Et pourtant, c'est dans cette maison que 3 personnes vont mourir. Nancy Tofoloni, 43 ans. Daniel Benoit, 7 ans. Et l'homme qui les a tués. Avant de se donner la mort dans son propre sous-sol. Le scandale est tel qu'il menace de faire tomber la plus grande fédération de catch au monde. Les médias s'emparent de l'affaire. Les gros titres parlent de stéroïdes, des morts trop jeunes, de responsabilité. Mais derrière le scandale médiatique, il y a des détails oubliés. Des détails que personne n'a voulu regarder en face. Un homme a dit un jour, 3 personnes sont mortes dans cette maison ce soir-là. Une seule avait le choix. Alors, revenons au début. 3 people died in that house that night. Only one person had the choice. Christopher Michael Benoit, né en mai 1967 à Montréal, au Québec. À 12 ans, il assiste à son premier show de catch. Et ce soir-là, tout bascule. Dans le public, il ne regarde pas les colosses. Il fixe 2 catcheurs plus petits, plus techniques, qui captivent l'arène entière sans avoir le physique des géants. Bret Hart et le Dynamite Kid. Ce soir-là, le gamin de Montréal se dit « Moi aussi je peux y arriver ». Il intègre le Hart Dojo, le camp d'entraînement légendaire de Stu Hart, le père de Bret. On n'y forme pas des catcheurs, on les brise pour les reconstruire. Dans les années 80, Benoit se forge au Canada, puis part au Japon sous le masque de Pegasus Kid. C'est là-bas, loin des projecteurs américains, qu'il devient une machine. Et c'est là-bas
qu'il rencontre un frère. Au Japon, Benoît croise un autre catcheur, un Mexicain masqué qui se fait appeler Black Tiger. Son vrai nom, Eddie Guerrero. Celui qui deviendra plus tard Latino Heat. Au départ, ils ne peuvent pas se supporter. Eddie se plaint à sa femme, Vicky. Ce Benoît, il est insupportable. Trop intense, trop rigide, trop Benoît. Mais avec le temps, quelque chose change. Leur alchimie sur le ring devient évidente. Et en dehors, ils deviennent inséparables. Pas des collègues, pas des amis, des frères. Parce que Chris Benoît ne fait rien à moitié. Quand il catch, c'est 200% pour lui. Chris Jericho racontera un jour cette anecdote. Lors d'un show non télévisé, Jericho rate un coup de pied destiné à Benoît. Ça arrive. Benoît le vend quand même. Il fait semblant de l'avoir reçu. Match terminé. Fin de l'histoire. Ce soir-là, Benoît s'inflige 500 squats d'affilée. Pas parce qu'un coach l'a puni, parce qu'à ses yeux, il avait manqué de réalisme pendant une fraction de seconde. À l'époque, on appelait ça de la discipline. Aujourd'hui, on y verrait peut-être autre chose. « 1995. Benoît signe à la WCW. Il y retrouve Eddie et Dean Malenko. Ensemble, on les surnomme les Tres Amigos. Janvier 96, une femme apparaît sur les écrans de la WCW. Son nom de ring, Woman. Son vrai nom, Nancy Sullivan. Nancy est une figure connue du milieu. Maquilleuse, costumière, mais aussi accompagnatrice de ring. On la voit aux côtés de Hulk Hogan, de Randy Savage. Et un soir, elle accompagne Savage pour un match contre Chris Benoît. Ce soir-là, Benoît catch avec son intensité habituelle. Il plonge hors du ring. Sa tête percute le béton. Il se relève, continue. Nancy est mariée à Kevin Sullivan. Catcheur, booker, promoteur à la WCW, c'est lui qui écrit les histoires. Et l'histoire qu'il décide d'écrire en 1997, c'est une romance entre sa propre femme et Chris Benoît. À l'écran, Nancy quitte Sullivan pour Benoît. C'est du spectacle, du scénario. Sauf que la fiction devient réalité. Nancy tombe amoureuse de Chris. Chris tombe amoureux de Nancy. En parallèle, le couple Sullivan se déchire. Dispute, altercation physique. Un jour, on retrouve Nancy avec un œil au brun. Chris devient son échappatoire, son sauveur. Et lui aussi traîne ses propres problèmes conjugaux. Il se trouve. Bash at the Beach, 1997. Chris Benoît affronte Kevin Sullivan. Carrière contre carrière. Sur le papier, c'est un scénario. Sullivan doit perdre pour se concentrer sur le booking. Mais ce match n'a plus rien de fictif. Les coups sont réels. La haine est palpable. Sullivan ressort avec un tympan perforé. Coulisses, les deux hommes en viennent aux mains de bon. Peu après, Nancy et Kevin Sullivan divorcent officiellement. Chris et Nancy forment un nouveau couple, l'accalmie après la tempête. En février 2000, leur fils Daniel voit le jour. Chris a déjà 2 enfants d'une précédente relation. Mais cette fois, il semble avoir trouvé un équilibre. Je dis bien semble. Benoît, Eddie et Malenko quittent la WCW pour la WWE. Leur raison ? À la WCW, les places au sommet étaient réservées aux colosses. Les petits gabarits, comme eux plafonnaient, à la WWE, ils veulent leur chance. Mais la WWE, c'est un rythme infernal. La route, les avions, les arènes, loin de la famille pendant des semaines entières. Benoît le regrette, mais il ne change rien. Le catch, c'est toute sa vie. Et pendant 15 ans, son style ne change pas non plus. Intense, physique, brutal, son move signature, le diving headbutt. Un plongeon tête la première depuis la 3e corde. Harley Race, l'inventeur de ce move, finira par dire publiquement qu'il regrette de l'avoir créé. Il déconseillera à tous les catcheurs de l'utiliser. Les dégâts sur le cerveau sont irréversibles. Mais Benoît, inspiré par le Dynamite Kid, en a fait sa marque de fabrique. Ajouter les chair shots à la tête, les chutes sur le béton, personne ne
racontait les commotions à l'époque. Personne. 2001. Lors d'un TLC match, Benoit exécute un headbutt à travers une table à l'extérieur du ring. Son coup lâche. N'importe qui s'arrêterait. Pas lui. La culture du vestiaire est claire. Tu t'absentes, tu perds ta place. Et Benoit refuse de montrer la moindre faiblesse. Il continue. Des dizaines de matchs, blessé. Son corps finit par céder au King of the Ring, lors d'un match face à Stone Cold Steve Austin et Chris Jericho. Il exécute un back suplex depuis la 3e corde. L'impact est dévastateur. Le match s'arrête net. Benoit ne peut plus continuer. Diagnostic, plaque cervicale. Opération lourde. Les médecins ordonnent minimum 3 mois d'arrêt total. Pour le catch, beaucoup plus. Benoit reprend l'entraînement immédiatement après la chirurgie. Et pour supporter la douleur, il augmente les antidouleurs. C'est le début de la période noire. Les stéroïdes, il en prenait déjà depuis longtemps. Maintenant, il y ajoute les antidouleurs. D'autres médicaments. Certains sont connus pour provoquer des sautes d'humeur, de la dépression. À la maison, les choses se dégradent. La violence s'installe. Nancy entame une procédure de divorce, puis se rétracte. Ils se réconcilient, mais le mal est fait. Et à ce moment précis, le destin offre à Chris Benoit le plus beau soir de sa carrière. WrestleMania 20 2004. Chris Benoit fait le main event du plus grand show de l'année et il gagne le titre mondial pour la première fois de sa carrière. Dans le ring, Eddie Guerrero le rejoint. Les deux frères en larmes au sommet du monde. L'image la plus belle et la plus cruelle de l'histoire. 2005, Chavo Guerrero, le neveu d'Eddie, est dans le même hôtel que Chris et Eddie. Benoit les attend dans le hall. Personne ne descend. Il appelle Chavo. Chavo monte dans la chambre d'Eddie. Il le trouve dans la salle de bain, inanimé. Sa brosse à dents encore à la main. Eddie Guerrero vient de mourir. Dans les bras de Chavo. Quand Chris Benoit apprend la nouvelle au téléphone, il hurle, un cri animal. Chavo dira que ce cri l'a marqué à vie, parce que Benoit ne montrait jamais rien. Jamais. Benoit monte dans la chambre, il voit le corps de son frère, et selon ceux qui le connaissaient, il ne s'en remettra jamais. Le soir même de la mort d'Eddie, Chris Benoit se présente à l'enregistrement de SmackDown. Il catch contre Triple H le soir même. Ce détail paraît anodin. Il ne l'est pas. Il révèle à quel point le catch était Chris Benoit. Même dans les ténèbres les plus profondes, il ne connaissait rien d'autre. Au funérailles d'Eddie, Chris Jericho le prend dans ses bras. Benoit pleure tellement que ses larmes traversent la veste de Jericho, jusqu'à la chemise, jusqu'à la peau. Dans un journal que Nancy lui avait offert pour écrire à Eddie, Benoit griffonne une phrase. « Je serai bientôt avec toi ». Avait-il conscience de la gravité de son état? Avait-il déjà des pensées sombres? Ce qui est certain, c'est qu'il n'allait pas bien. Il retourne immédiatement sur la route, le pire choix possible. Parce que chaque arène lui rappelle Eddie. Chaque vestiaire, chaque ville, la douleur ne diminue pas. Elle s'amplifie. Ses échanges avec Nancy deviennent chaotiques. Nancy lui reproche sa violence. Elle exige qu'il arrête les stéroïdes. Elle écrit que le programme Wellness de la WWE est une blague. Professionnellement, personnellement, physiquement, plus rien ne tient. Et quand tout lâche en même temps, l'effet boule de neige commence. Vendredi 22 juin 2007. La famille Benoit organise un barbecue. Les voisins les aperçoivent. Journée normale. Le soir, une dispute éclate entre Chris et Nancy. Vers 23h30, un appel est passé depuis la maison pour obtenir le numéro de la police locale. Mais la police ne sera jamais contactée. Un voisin reçoit aussi un appel du domicile. Il ne décroche pas. On ne saura jamais qui appelait. Dans la nuit, Chris Benoit tue Nancy par strangulation. Les enquêteurs découvriront qu'elle avait les poignets et les chevilles liés, qu'elle était bâillonnée, que sa colonne vertébrale était brisée.
Des traces sur son corps montrent qu'elle s'est débattue. Un mélange d'antidouleurs, d'anxiolytiques et d'alcool est retrouvé dans son organisme. On ne saura jamais si Benoît l'a droguée au préalable. Peu après, il entre dans la chambre de Daniel. Son fils dort. Chris Benoît l'étouffe dans son sommeil. Un couteau est même retrouvé sous le lit de l'enfant. Il n'a pas été utilisé. L'analyse sanguine de Daniel révèle des traces d'anxiolytiques. Le garçon de 7 ans avait peut-être été drogué. Le samedi, Benoît vit dans la maison, avec les corps à l'étage. Il envoie des SMS à ses collègues. Nancy et Daniel ont une intoxication alimentaire. On ne pourra pas venir au show. Des excuses, des mensonges. Son historique de recherche internet montre qu'il a consulté des passages bibliques. Un passage en particulier parle d'un prophète, Élie, qui ramène un enfant d'entre les morts. Il place une Bible à côté du corps de Daniel, une autre à côté de celui de Nancy. Il appelle Chavo Guerrero, il répète ses excuses, et juste avant de raccrocher, il lui dit quelque chose qu'il ne disait jamais, I love you. Et malgré tout ça, il tente de réserver un vol pour le show suivant, le Night of Champions, où il devait affronter CM Punk. Son cerveau oscillait entre la conscience du drame et le réflexe du catcheur. Le show doit continuer. Dimanche 24 juin, aux alentours de 5h du matin, Benoît envoie un dernier SMS depuis son téléphone et depuis celui de Nancy. Le même message envoyé à plusieurs catcheurs. Une adresse, 130 Green Meadow Lane, Fayetteville, Georgia, 30 215, sans un mot d'explication. Puis, il descend dans son home gym, intoxiqué, des bouteilles de vin autour de lui. Il enroule une serviette autour de son cou, fixe le câble d'une machine de tirage à 110 kg et met fin à ses jours. Chavo Guerrero est réveillé par le SMS en pleine nuit. Il ne comprend pas. Le lendemain, toujours aucune nouvelle de Benoît. John Laurinaitis, cadre de la WWE, contacte Chavo qui lui montre le message. La WWE appelle la police. Envoyez quelqu'un au 130 Green Meadow Lane. Les agents arrivent. Les chiens sont dans le jardin. Ils demandent à une voisine d'entrer d'abord pour mettre les animaux en sécurité. La voisine entre et ressort en hurlant. Elle a trouvé le corps de Daniel. Les policiers entrent, armes au poing. Ils découvrent Nancy enveloppée dans un drap au milieu d'une pièce. Dans la salle de bain, dans le reflet d'un miroir, ils aperçoivent un homme debout. C'est Chris Benoît, déjà sans vie, pendu. La nouvelle atteint la WWE. Réunion d'urgence autour du ring. Vince McMahon annonce aux catcheurs la mort de Chris, Nancy et Daniel. Chavo Guerrero, Vicky Guerrero, tous sont dévastés. Le soir même, la WWE annule le show prévu et diffuse un hommage à Chris Benoît. Vince McMahon prend la parole dans une arène vide. Mais les détails du crime n'ont pas encore filtré. Et quand la vérité éclate, tout bascule. McMahon doit faire machine arrière publiquement. Le nom de Chris Benoît est effacé de la programmation, des archives, de l'histoire officielle de la WWE, comme s'il n'avait jamais existé. Mais l'autopsie révèle quelque chose que personne n'attendait. Le cerveau de Chris Benoît est celui d'un homme de 85 ans, ravagé par une maladie qu'on commence à peine à comprendre. L'encéphalopathie traumatique chronique, la CTE, une dégénérescence causée par les chocs répétés à la tête qui détruit les zones du cerveau responsables du contrôle émotionnel, de l'agressivité et de la prise de décision. Son cerveau ne fonctionnait plus normalement depuis des années. Est-ce que cela excuse ses actes ? Non, rien ne les excuse. Mais est-ce que ça les explique ? Au moins en partie, c'est la question qui hante le catch depuis 2007. Chris Benoît n'est pas devenu un monstre du jour au lendemain. C'est un homme qui a été broyé lentement, méthodiquement, par un système, une culture et son propre silence. Reprenons. Premièrement, une obsession de la perfection poussée jusqu'à
destruction. Les 500 squats, c'était un symptôme, pas de la discipline. Deuxièmement, des milliers de headbutts sur 15 ans. Un move dont le propre inventeur a dit qu'il regrettait de l'avoir créé. Troisièmement, une culture du vestiaire où s'arrêter signifiait perdre sa place, où la douleur se masquait, jamais se soignait. Quatrièmement, un cocktail chimique permanent. Stéroïdes, antidouleurs, anxiolytiques, alcool. Cinquièmement, la mort de son frère Eddie, sans aucun accompagnement, le retour immédiat sur la route. Chaque arène ravivait sa blessure. Sixièmement, un couple en ruine, des signaux de violence documentés, ignorés par tous. Septièmement, la CTE, la maladie invisible, celle qu'on ne diagnostique qu'à l'autopsie. Aucun de ces facteurs seuls ne suffit à expliquer le drame. Mais tous ensemble, ils racontent l'histoire d'un homme que personne n'a aidé et d'un système qui a préféré regarder ailleurs. Depuis 2007, la WWE a changé. Le programme Wellness a été renforcé. Les tests antidopage existent. Les shared shots à la tête sont interdits. Le headbutt est quasiment banni. Les catcheurs ont accès à un suivi médical. Est-ce suffisant? Probablement pas encore. Mais c'est un début. Un début payé au prix de 3 vies. Voilà pour ce dossier, le plus sombre que j'ai ouvert sur cette chaîne. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, ou si elle t'a fait réfléchir, lâche ton plus gros pouce bleu, abonne-toi et partage cette vidéo. Pas pour l'algorithme, pour que ces histoires continuent d'être racontées. On se retrouve très bientôt pour un nouveau dossier classé. D'ici là, restez dans l'ombre, l'envers du ring veille.